Bonjour à tous, bienvenue au webinar Extend Business Consulting sur pourquoi le retail doit revenir à l'essentiel. Nous sommes allés à la NRF à New York en début d'année avec Jean-Christophe Pochet. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Compte tenu du contexte connu par tous, Jean-Christophe et moi sommes à distance en télétravail, j'imagine comme un certain nombre d'entre vous. En tout cas, merci dans ce contexte d'être tous présents. Nous allons vous faire un retour. On a souhaité en fait laisser passer quelques semaines avec Jean-Christophe pour prendre un peu de recul par rapport à ce que nous avions vu à l'NRF et à New York et de partager ces éléments à la suite avec vous. Donc, on y va. Donc, notre NRF. Donc, je suis Thierry Lambert, donc directeur associé d'Extend Business Consulting, environ 25 ans d'expérience dans le retail, fashion et distribution spécialisée. Voilà, je me Jean-Christophe. présente également, Jean-Christophe Pochet, je suis consultant chez Extend Business Consulting. J'ai passé la majeure partie de ma carrière au service d'éditeurs de logiciels qui avaient tous pour point commun d'être actifs sur le secteur de la mode. Et voilà, ça fait effectivement 25-30 ans, comme Thierry, que je suis spécialisé dans ce secteur avec des missions qui m'ont amené à rencontrer des populations depuis le bureau de style jusqu'au magasin, en passant par des projets dans le PLM, le PIM et le CRM. Alors, quelques mots sur le Extend Business Consulting rapidement. Donc, nous sommes vraiment, comme Jean-Christophe et moi, le cabinet est spécialisé dans les secteurs des marques, des enseignes, en gros, luxe, fashion au sens large, intégrant les accessoires et la distribution spécialisée. Nous intervenons aussi sur des sujets dits non-al pour les grands de la grande distribution alimentaire et nous travaillons sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on va dire du cadrage stratégique jusqu'à la fin de vie des produits, en passant par les constructions de collections, développement produit, les achats, le sourcing, la supply chain étendue et tous les sujets liés à l'omnicanal et à l'international. Alors, on vous a mentionné quelques éléments phares sur lesquels on nous interroge beaucoup ces derniers temps. Les plateformes de marque et construction de l'offre, avec l'alignement cible client, le développement produit, la supply chain allant des appros jusqu'à la fin de vie des produits, en passant par les implantations, le réassort. L'omnicanalité, j'en parlais juste avant, gros sujet actuellement. Et d'ailleurs, on y reviendra un petit peu dans le cadre de ce retour NRF. Tout ce qui est CRM et clienteling, notamment dans tout ce qui est luxe et premium. Et bien sûr, le pilotage de la performance sur l'ensemble de la chaîne de valeur, qui est un élément clé ces derniers temps, en dehors de l'acquisition d'outils de BI ou de big data, une grosse problématique en fait d'alignement de l'ensemble de l'organisation sur la vision, sur une vision partagée et un pilotage partagé. Quelques références. Donc, on a choisi de vous faire une sélection avec Jean-Christophe de quelques références clés que nous avons eues. Jean-Christophe le rappelait encore, nous avons plus de 25 ans d'expérience. Nous avons une assez forte seniorité dans le cabinet. Donc, il y a beaucoup plus en fait de références portées par les consultants que celle-ci. Mais on voulait partager notre spécialisation sectorielle avec vous. Je pense que c'en est une bonne image. Alors, on a eu un parti pris. Effectivement, on est revenu de New York. Effectivement, on était à la NRF. Mais on a voulu resituer ça, et c'est un peu notre propos, dans le pragmatisme et dans l'innovation héroïste. Donc, on a voulu resituer ça aussi dans un contexte français ou vu de la France, s'il est international, mais vu de la France, avec quelques éléments auxquels on fera référence rapidement lors de cette présentation, quand on vous parlera de nos retours de la NRF. Donc, quelques éléments clés. Alors, pour certains d'entre vous, ce sont des rappels. Dans un contexte aujourd'hui de pandémie qui fait que ces chiffres sont à prendre, vont forcément évoluer. Mais en gros, l'idée, c'est globalement, si on veut avoir des éléments structurants, on a une baisse structurelle des budgets alloués au fashion en règle générale, que ce soit le textile ou les accessoires, avec une petit bémol sur la chaussure et la maroquinerie.
Et un élément phare qui se confirme, c'est on est sorti en fait de la logique du j'ai beaucoup de magasins, je suis essentiellement sur du offline et le online c'est en plus, et où une logique de pure player, on a une vraie convergence. C'est un peu la logique des chiffres qu'on partage avec vous sur cette slide. On a une vraie convergence et un vrai effet de levier lié à l'omnicanalité. Alors nous parlons encore d'omnicanalité, il y a plein d'autres façons. On parle de commerce ubiquitaire, enfin bon. Nous parlons encore d'omnicanalité, mais il y a un véritable levier. Donc dans ce contexte français, de mode en France, d'autres éléments extrêmement structurants. La déconsommation choisie, elle touche le fashion, mais pas que, qui est qui est l'image de choix de vie structurant chez une partie de la population. Deux éléments que sont l'écologie et l'éthique, qui sont une attente forte des clients, des prospects, avec une petite particularité, c'est qu'ils demandent aux enseignes et aux marques de mettre en avant et de développer des approches écologiques et éthiques, mais ils ne sont pas forcément prêts à payer plus cher pour ces approches-là. Ils vont plutôt pénaliser ceux qui n'ont pas ce type de politique que les autres. Le dernier élément, la seconde main qui touchait beaucoup l'entrée de gamme. On s'est intéressé à ces problématiques il y a très longtemps, notamment sur le marché de l'enfant, il y a plus de 5 ans. La seconde main touche l'ensemble du marché aujourd'hui, y compris le luxe depuis 3-4 ans, avec des acteurs majeurs de la seconde main dans le domaine du luxe. Cette photo est une photo essentielle pour pouvoir resituer l'innovation ou des tendances qu'on pourrait voir à New York qui ne sont peut-être pas applicables ou complètement dans un contexte français. Jean-Christophe, c'est bon pour toi? Oui, juste une petite remarque, hein, c'est le petit bandeau orange en bas à droite. Il est évident que ces chiffres sont des chiffres du commerce que nous avons trouvés dans différentes études sur l'année 2019. Évidemment, elles sont à prendre avec beaucoup d'incertitude et de recul, puisqu'évidemment, elles ne prennent pas en compte les événements exceptionnels, non seulement que nous sommes en train de vivre, mais ceux qu'il y a eu également en tout début d'année. Autre élément que nous voulions partager avec vous rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Jean-Christophe, c'est on a encore une photo structurellement d'une incompréhension entre les retailers, donc les marques et les enseignes, et leurs clients. Donc on a pris quelques exemples, il ne s'agissait pas d'être exhaustif, mais c'est de bien tenir compte de ces éléments dans la façon d'analyser les priorités métiers et ou technologiques dans les prochaines années, et notamment à travers le regard que nous allons vous donner de notre tour de New York et la NRF. Donc, pendant que je parlais, vous avez pu commencer à observer les différents chiffres autour de l'expérience client, l'attente en caisse ou la gestion des retours. On a bien une lecture très positive des retailers par eux-mêmes de leur capacité à offrir une expérience client positive, une attente en caisse qui soit de bonne qualité et une gestion des retours qui soit globalement simple. La photo vue de leurs clients est absolument pas la même. On a une photo d'une réalité beaucoup plus difficile, que ce soit sur l'expérience client, l'attente en caisse ou la gestion des retours. Ce qui doit permettre notamment dans la gestion du plan de marche ou du plan à 3 ans et des priorités en termes d'évolution des process, des organisations et des systèmes d'information, d'avoir un regard un petit peu différent et quelque part de travailler un certain nombre de fondamentaux. On a aussi identifié avec l'équipe, donc avec Jean-Christophe, mais le reste de l'équipe. Juste un exemple, puisqu'on va vous parler aussi d'innovation et de technologie, un exemple en fait d'innovation sur lequel il faut investir, mais qu'il faut suivre précisément. On a pris l'exemple des chatbots qui se déploient de plus en plus, notamment dans les services, peu encore dans le retail, mais certains y pensent, où en fait vous avez 62% des marques françaises qui pensent exceller en la matière avec l'apport de l'intelligence artificielle dans les chatbots. Et la même étude a montré que 92% des consommateurs ressentent une frustration. Donc on est typiquement à court terme, parce que bien sûr ça va évoluer, mais à court terme d'une incompréhension majeure et d'un mauvais choix
technologique ou d'un mauvais accompagnement de ce choix technologique, c'est-à-dire que le niveau de satisfaction actuel des retailers n'est pas le bon. Il faut continuer à tester et améliorer les process et les outils autour du chatbot pour faire changer ce niveau de frustration qui est quasiment de 100%. Donc en fait, on a une vraie erreur de lecture. Et ça a un impact sur les points qu'on va évoquer en termes d'innovation technologique, laquelle et pour apporter quelle valeur ajoutée en termes de parcours client. Tu as peut-être un commentaire à faire sur ces éléments, Jean-Christophe? Rien de plus précis, merci Thierry. D'accord. Bon, bah, je vais te laisser la main. C'est toi qui vas introduire notre NRF avec nos partis pris, bien entendu. Donc, c'est forcément discutable et on aura l'occasion d'échanger avec vous à la suite de ce webinaire. Je te laisse la parole. Merci Thierry. Oui, alors effectivement, la NRF, c'est un salon qui s'est déroulé à New York mi-janvier. Nous y avons passé en fait une semaine, décomposée en deux temps forts. Le premier, c'est le salon en lui-même, qui durait 3 jours. Et puis ensuite, nous sommes restés 3 jours additionnels sur New York pour organiser notre propre retail tour. Donc, à la fin de cette semaine de travail, nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qui ressortait de manière forte de ce salon finalement. Et le message qui nous a paru assez évident, c'est Back to Basics. Back to Basics ou le retour à l'essentiel. Puisqu'on a constaté au travers des différentes présentations, des différents ateliers organisés par le salon, mais aussi au cours de notre retail tour, qu'il était important aujourd'hui pour le retail de se reconcentrer sur l'essentiel. Donc une fois que ce grand message a été identifié, la question que nous nous sommes posée, c'est finalement de se dire l'essentiel dans le retail, c'est quoi? Ça consiste en quoi? On a traduit ça en 4 différents piliers du retail. Le premier, de toute évidence, c'est le magasin. On le promettait dans les NRF du début des années 2000 à la disparition en faveur du commerce digital. Aujourd'hui, c'est plutôt un discours inverse qui tend à démontrer que le magasin a non seulement toute sa place, mais est clé dans le commerce omnicanal. Le deuxième pilier, c'est de manière peut-être un peu plus surprenante, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le vendeur. Le vendeur, effectivement, c'est lui qui est le garant de la relation client. Et là aussi, dans un commerce unifié, c'est quelqu'un sur qui on va pouvoir s'appuyer pour favoriser justement l'interaction entre les canaux et surtout, encore une fois, assurer une relation client qui soit au top. Ensuite, le produit en stock, ça paraît une évidence, c'est un peu une lapalissade de dire ça, mais le produit au bon endroit, au bon moment, pour le bon consommateur, c'est aujourd'hui criant de vérité, puisque si le consommateur ne trouve pas ce bon produit, on va créer de la frustration, d'une part, et puis d'autre part, pour vous, retailers, c'est des pertes de vente si vous n'avez pas le bon produit, et puis en fin de saison, des résiduels. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis enfin, on ne peut pas être allé sur un salon de la NRF sans parler de la technologie. Mais la technologie, alors oui, a une condition, c'est qu'elle soit utile. On verra au travers de quelques exemples que les avancées technologiques, si certaines sont très utiles, d'autres posent davantage de questions. Et finalement, pour résumer un petit peu ces 4 piliers, il y a une phrase qui nous a beaucoup marqué lors d'un des ateliers présentés par un speaker, un intervenant à la NRF. C'est faciliter the buy process, not the sales process. En français, faciliter plutôt le process d'achat que le process de vente, ou en d'autres termes, faciliter la vie du client plutôt que de vous faciliter la vie à vous. Donc mettez vraiment le client au centre de toutes les attentions. Alors on va aller un petit peu...
Dis-moi Excuse-moi, Thierry. je t'interromps juste une seconde. Il est clair que ces dernières années, dans un environnement qui est devenu omnicanal, d'où le point sur le produit en stock, notamment qu'évoquait Jean-Christophe juste avant, c'est que dans ce contexte omnicanal, les clients ont eu tendance à transférer leurs contraintes à leurs clients plutôt que de faciliter un parcours client sans couture et une facilité des différents points de contact. Donc cette phrase est vraiment clé. Comme le soulignait Jean-Christophe. Je te redonne la main. Merci, je crois qu'on aura l'occasion de réaborder le sujet pendant ce webinaire. Alors, si on prend chaque pilier indépendamment, on va commencer à parler donc du magasin. Et la première chose qui nous a sauté aux yeux pendant notre retail tour, et qui a fait l'objet d'ailleurs de différentes réactions de directeurs généraux de certaines enseignes interviewés dans la presse ces dernières semaines, c'est faire du magasin plutôt un lieu de vie qu'un lieu de vente à l'heure actuelle. Et ça, on a pu effectivement le constater dans notre retail tour. Donc c'est d'abord au travers de design extrêmement soignés, comme vous le voyez sur la photo de gauche, dans le magasin Neiman Marcus du nouveau centre commercial de Hudson Yards, qui était situé à côté du salon NRF. C'est également donc des espaces à vivre, hein, puisqu'il s'agit bien de faire des lieux de vie plutôt que des lieux de vente. Donc des espaces à vivre qui peuvent prendre différentes formes. On le verra tout à l'heure dans la boutique Puma avec des simulateurs de Formule 1. Mais des espaces à vivre, c'est aussi des bars ou des restaurants. Chez Nordstrom, l'exemple était criant. C'est un magasin qui se déploie sur 5 étages et à chacun des étages, il y avait soit un bar, soit un restaurant. Ici, vous voyez dans le rayon chaussures, en plein milieu du rayon chaussures, vous avez un shoe bar. Voilà. Et puis, un troisième, une troisième tendance qui nous a marqué, c'est le retour massif de l'utilisation des mannequins en boutique. Vous voyez ici un exemple à l'entrée du magasin Puma. Mais qu'on soit allé chez Saks, chez Bloomingdale, chez Nordstrom, chez Neiman Marcus, chez Nike, tous ces magasins que nous avons visités utilisaient massivement le mannequin pour justement mettre en valeur les produits, silhouetter les produits et apporter des mises en scène qui soient attractives pour le consommateur et qui finalement fassent la différence avec ce qu'on ne peut pas ou plus difficilement offrir sur le digital. Un exemple notamment chez Saks, je crois qu'on avait compté, Jean-Christophe, une douzaine de mannequins sur un espace d'environ 20 mètres carrés, et pas juste sur un corner, mais sur de nombreux corners au sein de Saks. Autre point par rapport aux espaces à vivre, une de nos réflexions a été de dire ces espaces à vivre sont fondamentaux pour recréer de l'attractivité et du trafic, mais il faut se demander jusqu'où il faut aller en termes de conversion. C'est-à-dire, en gros, est-ce que je crée de l'attractivité sur mon cœur de cible qui va consommer autre chose qu'un café au bar, ou on le verra un peu chez Puma tout à l'heure, Jean-Christophe en reparlera, mais c'est une vraie question à se poser. Aujourd'hui, l'attractivité est clé, le taux de transformation l'est aussi. Merci Thierry. Alors, malgré ces constats plutôt positifs, on a aussi pu constater que les parcours clients ne sont pas toujours complètement aboutis. Alors, on a voulu prendre 3 exemples ici. Le premier, sur la gauche de votre écran, c'est dans le magasin Adidas, hein, sur 5e avenue. On en reparlera tout à l'heure. C'est un magasin qui est magnifique, mais on se retrouve en fin de parcours avec des caisses tout à fait standards, avec une file d'attente, avec des rubans, hein, à la Disneyland. Donc pas une expérience client en fin de parcours qui soit extrêmement satisfaisante. Sur la droite de l'écran, vous avez un exemple de chez Nordstrom où on a pu lire dans la presse que les caisses étaient présentées en îlot central chez Nordstrom, au milieu des rayons, et que donc c'était extrêmement positif. Alors oui, dans l'absolu, on a pu trouver ça relativement positif, mais quand on compare le design de ces caisses un petit peu datées, avec des fils qui pendent de partout et des gros téléphones, ça ne nous a pas paru au standard du design du magasin, et donc là non plus offrir une expérience au client qui soit extrêmement satisfaisante.
Et puis enfin, le dernier exemple, hein, et puis ça va faire un petit peu la transition avec le deuxième pilier du Back to Basics, hein, le vendeur. Bien, on s'aperçoit que les vendeurs sont encore beaucoup équipés d'oreillettes et de talkie-walkie pour échanger avec la personne qui est en réserve et à qui on demande s'il reste telle taille ou telle couleur pour ce produit. Voilà, donc ça fait une transition pour parler du vendeur. Thierry, si tu veux bien nous parler du vendeur. Prendre la main. Oui, donc effectivement, très bonne transition. Du coup, je vais m'attarder juste une seconde sur cette slide d'introduction, de transition. La première photo qui est à droite, vous venez de la voir, Jean-Christophe vient de vous la commenter, et vous en avez un deuxième exemple là, ce qui était chez Puma. Donc avec derrière d'ailleurs, on voit les F1, je crois, hein, Jean-Christophe, le simulateur de Formule 1. Il y avait un autre espace avec simulateur de basket. Je dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Oui, absolument. Et la personne que vous voyez sur la gauche est un des vendeurs qui est en fait avec son talkie-walkie en train de demander à quelqu'un en réserve s'il reste une taille pour justement renseigner la personne qui est à droite, qui est un client. Donc on est bien sur cette logique aujourd'hui dans un contexte américain et pragmatique de coûts salariaux élevés où vous avez beaucoup de vendeurs. Ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on a pu dire par-ci par-là, tous équipés de portables, de téléphones mobiles et de tablettes, tout comme il y a 4 ans, tout comme il y a 6 ans, tout comme il y a 10 ans. On se retrouve bien toujours avec un niveau d'équipement toujours pragmatique, un niveau d'investissement héroïste de la part des retailers américains, y compris ceux qui mettent en avant des espaces à vivre et des niveaux de technologie plutôt avancés par ailleurs. Jean-Christophe a plein d'exemples à partager avec vous. Et donc, pourtant, on a un credo qui est un petit peu différent par rapport à ça, hein, Thierry. Excuse-moi. Je dis, et pourtant, on a un credo qui est un petit peu différent par rapport à ça. Tout à fait, c'est un peu comme on vous le disait en introduction, ramener à un contexte français. De structure salariale, de tendance lourde à diminuer le nombre d'heures en magasin pour essayer de coller au plus à la lecture que l'on a du trafic horaire. Nous avons une vraie conviction, un vrai parti pris. Nous avons déjà travaillé sur ces sujets pour des clients, notamment en Suisse. Nous pensons réellement que dans un contexte français, le vendeur augmenté est une partie de la réponse à l'amélioration du parcours client et du rôle du vendeur au sein de l'omnicanalité en magasin. Pour nous, le client, enfin le vendeur au sein de l'omnicanalité, c'est la partie humaine dans un parcours complexe. Il est l'acteur qui est en capacité de générer du vrai levier en matière d'accueil, en matière de vente additionnelle, en matière de renseignement et de faciliter, de fluidifier par l'information, mais aussi par le comportemental, le parcours, le fameux parcours d'achat des clients. Donc, et ça, dans un cadre, c'est ce qui illustre cette slide, avec un taux d'équipement qu'on pourrait retrouver, Jean-Christophe, plutôt chez Apple. D'ailleurs, je crois qu'aux États-Unis, il n'y a que chez Apple, Samsung, Microsoft qu'on a vu ce niveau d'équipement, c'est-à-dire chez les offreurs de solutions, mais assez peu, voire très très peu dans le retail. Oui, tout à fait. Hein. C'est essentiellement auprès des fournisseurs de technologie qu'on trouve l'utilisation de ces outils. Ce qui veut dire la prise de commande, l'enregistrement du ticket, le paiement mobile, le renseignement sur l'information, information sur les stocks des magasins, des partenaires, les alternatives, la wishlist du client, la capacité de reprendre les rendez-vous avec une personne donnée. Donc voilà, le vendeur augmenté dans notre contexte nous semble être un véritable levier. Vous verrez tout à l'heure, on a un autre parti pris lié bien sûr aux clients, aux vendeurs, mais au stock qu'on évoquera tout à l'heure. Alors et là, ça a été une de nos grosses surprises avec Jean-Christophe, je parle en nos deux noms. Ça a été l'intervention du président de Walmart lors de la première journée,
qui nous a partagé une stratégie qui a été mise en œuvre depuis 3 ans chez Walmart. Donc tout le monde connaît plus ou moins Walmart, donc numéro 1 mondial du retail, numéro 1 mondial du discount dans le retail, et qui, sur la base d'un constat dans le cadre de cette omnicanalité qui s'est développée, et aussi en concurrence avec les offres de services toujours plus importantes d'Amazon, son discours a été, on a essayé de le paraphraser, qui est: auparavant, nous assumions un turnover élevé et un service médiocre justifié par des prix bas, mais dans un contexte de parcours client omnicanal, le vendeur est dans le parcours d'achat des clients, y compris dans le low cost. Et sur la base de ce constat, ils ont développé une politique managériale complètement différente autour du vendeur en magasin, et ils ont choisi en fait de développer l'engagement du vendeur plutôt que juste des prix bas. Ça veut dire qu'ils ont arrêté notamment de diminuer le nombre d'heures en fonction du niveau du trafic. Bon, ils l'ont diminué, bien sûr, ils sont adaptés, mais ils l'ont diminué moins que ce que disaient les statistiques pour permettre aux vendeurs d'avoir beaucoup plus d'heures au service du client, en amont et en aval de l'achat, pour mieux pouvoir le renseigner, mieux collecter l'information. Derrière, ils ont aussi développé une approche pour mieux payer déjà le nombre d'heures, mais aussi le taux horaire, les vendeurs, mieux les former, mieux les accompagner. Ça veut dire une approche managériale très différente concernant les responsables de magasins, enfin l'encadrement magasin, à qui on a demandé de plus écouter, de parler après et de plus écouter les vendeurs, et de leur donner l'opportunité de mettre en place concrètement un certain nombre de quick wins suite en fait à des retours qui auraient été faits par des clients, et ça avec une certaine autonomie en magasin. Donc bien sûr, ça a amené à mieux valoriser, plus valoriser les vendeurs. Et le dernier point, mais qui est venu en dernier, en gros, ça a été ce qui est un peu notre créneau, c'est on change les cultures, on change les pratiques, et après on change les organisations, les process et les systèmes de formation. Et là, en fait, ça a été de dire, bon, sur la base de ces changements de culture et de pratique, on va mieux outiller nos vendeurs, et par un mode de test and learn permanent, et de déployer une fois qu'on aurait obtenu des résultats intéressants, visibles par les vendeurs et surtout visibles par les clients. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 3 ans d'expérimentation, et a priori, il y a une réelle progression du chiffre d'affaires dans ce contexte d'augmentation des coûts salariaux chez Walmart. Donc, une grande surprise. On s'attendait pas à ce type de retour de cet acteur, peut-être d'acteur du premium, mais pas de Walmart. Donc, très, très intéressant. Et là, on parle pas de technologie, on parle vraiment d'évolution de culture et de pratique dans un environnement où les pure players sont très présents, notamment Amazon. Le stock, donc Jean-Christophe l'introduisait précédemment. Donc le stock au bon endroit, au bon moment. Donc ça fait des années, nous qui avons de l'expérience, que l'on parle de ce sujet. Mais il s'avère que le stock au bon endroit, au bon moment, dans un contexte de développement de l'omnicanalité, des points de contact et des points de stock, ça devient une vraie complexité. Une vraie complexité pour les marques et les retailers. On a multiplié ces points de contact, c'est ce que vous voyez sur cette slide, donc on a essayé de représenter, mais le nombre de points de stock a aussi augmenté. Avant, au bon endroit, c'était le magasin ou l'entrepôt. Maintenant, c'est le magasin, le franchisé, l'affilié, la plateforme, les différentes plateformes, toutes les différents points de contact qu'on pourrait avoir et points de stock que l'on pourrait avoir aujourd'hui. Donc, sur cet élément-là, qu'est-ce qu'on dit? C'est ok, il y a de la complexité. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses, et on a un vrai enjeu à le faire. Parce que aujourd'hui, le constat, c'est la marge est importante, mais disons qu'on est autour de 10%. On constate entre 8 et 15% de perte de chiffre d'affaires à cause du manque de disponibilité du stock, parce qu'il n'est pas au bon endroit et au bon moment. Et comme le disait Jean-Christophe, et ça, parallèlement à une augmentation massive des résiduels. Et quand on parle de résiduels, c'est pas que le mauvais stock, c'est-à-dire le stock qui se vend mal et qu'on va essayer de vendre en promotion, mais également du bon stock, mais qui se trouve pas au bon endroit, parce qu'il se trouve chez un partenaire, dans un magasin plutôt éloigné, dans un stock réservé à l'entrepôt, alors qu'il faudrait le libérer pour qu'il puisse être acheté, enfin visible et acheté par un client.
Élément complémentaire, alors élément majeur dans ce que l'on a vu dans les rues de New York, toujours en lien avec cette omnicanalité, on l'a un peu traduit comme ça, c'est en gros c'est l'omnicanalité est un vrai levier, l'omnicanalité si elle est bien faite. Et l'idée en fait par rapport à tous les points de contact qu'on évoquait et tous les points de stock, ce que l'on a vu de façon majeure, y compris chez Nordstrom, donc temple du premium et du luxe, c'est le buy online, pick up in store. En gros, c'est on va essayer de faire moins d'omnicanalité, mais de la faire mieux. C'est-à-dire de donner la possibilité aux personnes de s'informer, de commander, de réserver sur le net, mais de venir le chercher en magasin, parce que notamment, ça fait référence à des statistiques que l'on vous présentait préalablement, que Jean-Christophe va vous réafficher, c'est que plus d'un tiers des clients via le digital vont utiliser le retrait en magasin. Et parmi ces plus d'un tiers, donc on est à 40%, il y en a environ 30% qui profitent du retrait en magasin pour acheter d'autres produits. Donc on est bien sur le lien entre, un, l'omnicanalité est bien au centre du parcours d'achat, deux, le digital est un vrai levier pour le magasin développant son attractivité, et le vendeur est bien au centre de ce parcours d'achat pour permettre ce pratiquement 30% d'augmentation du panier et de la valeur du panier. En lien avec cette omnicanalité, donc là c'est un autre de nos partis pris, donc qui a été mis en avant par une bonne partie des éditeurs historiques à la NRF, plus quelques acteurs qui sont des pure players type One Stock et SoClose, c'est l'order management et l'order management system. En fait, la capacité de savoir à tout moment où et quel stock j'ai disponible afin de pouvoir, au moment où le client réserve, commande ou veut se renseigner, d'avoir la possibilité de savoir où sont tous les stocks et où il pourra prélever et où se faire livrer son produit ou ses produits, et en tenant compte de variables type la distance, type les délais, type l'empreinte carbone, je crois, Jean-Christophe, Oui, également, oui, absolument. chez certains One Stock, ce qui est moins vrai chez les grands éditeurs qui se sont intéressés un peu plus tard à ce type de sujet. Donc, on est bien sur un véritable levier de l'omnicanalité, outillé par ce type de solution qu'est l'Order Management System. Mais par contre, il y a quelques limites à ces systèmes qui doivent faciliter le parcours d'achat et l'optimisation du pilotage et de la gestion des enseignes et des marques. C'est que le stock doit être juste, c'est le point qu'on évoquait tout à l'heure. La justesse des stocks est vitale. Et l'autre point remonté par ces éditeurs qui font de l'OMS, c'est le management des équipes, notamment toutes les politiques d'incentive qui font qu'en fait les pratiques, les cultures, le mode de management et d'incentive des collaborateurs en magasin doit être revisité. Et c'est un projet OMS, en fait, si on les paraphrase, c'est d'abord un grand projet de change avant d'être un projet de flux et de système d'information. Je crois que c'est à peu près comme ça que c'était présenté, Jean-Christophe. Oui, tout à fait, Thierry. Merci de me redonner la main. Du coup, on va parler de technologie, hein. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas décemment assister à un salon de la NRF sans parler de technologie. Alors, la technologie à la NRF et à New York pendant notre retail tour, le mot d'ordre, on a pu constater que c'était plutôt pragmatisme qu'effet waouh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pragmatisme? Ben, c'est vrai que dans les magasins, on peut pas dire que la technologie, il y avait beaucoup de technologies mises en avant, ou alors en tout cas de la technologie pragmatique. Donc dans les grands magasins, c'était tout simplement des bornes interactives pour indiquer le chemin pour aller dans tel rayon. Par ailleurs très bien faites, hein, ces bornes, ou beaucoup aussi d'écrans utilisés pour de l'affichage hein, publicitaire ou merchandising. Donc des choses simples mais efficaces. On a pu voir également des applications sur smartphone qui nous ont paru extrêmement utiles pour les consommateurs. Elles apportent beaucoup de sens, hein. Ici, sur cette photo, nous nous trouvons
dans le flagship de Nike sur la 5e avenue. On a une silhouette devant nous, hein, donc encore l'utilisation des mannequins. Et puis à côté de la silhouette, on a un petit panneau avec un QR code qui permet, si on a pris soin de télécharger l'appli Nike sur son téléphone, eh bien, permet de scanner ce QR code et de se retrouver automatiquement dans un écran où il est possible d'accéder à tous les vêtements qui composent ce look, le haut, le bas, le t-shirt, les chaussures, etc., dans l'ensemble des couleurs. Et puis vous voyez un bouton ajouter à la liste d'essayage, ce qui permet en fait qu'un vendeur vienne vous apporter le vêtement sélectionné, ou la possibilité également de commander ce vêtement sur Internet pour se le faire livrer si on le souhaite. Donc ça nous a paru une expérience très simple, mais très pragmatique et finalement très utile pour les clients. Le petit bémol qu'on a pu constater, c'est que, attention, il y avait d'autres expériences similaires dans le reste du magasin. Mais à chaque fois, ça nécessitait de télécharger une nouvelle application. Donc, pour vivre l'ensemble des expériences du magasin, il fallait avoir jusque 3 applications Nike sur son téléphone, qui viennent en plus des apps bien connues des runners. Hein. Donc, attention à la multiplication de ces applications, parce que ça finit par être un petit peu frustrant et ennuyeux de télécharger des nouvelles applications dès qu'on a besoin de changer de fonctionnalité. Alors, des applications utiles, mais où on doit absolument faire attention aux scénarios d'utilisation et penser à ces scénarios jusqu'au bout. On se retrouve ici dans la boutique Adidas, où finalement ils ont mis un petit peu en place le même type d'outils, donc avec un smartphone et l'application Adidas, dans laquelle on va commencer par rentrer la pointure de ses chaussures. On va pouvoir utiliser avec l'appareil photo de la reconnaissance visuelle. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc on vient photographier une chaussure. Finalement, le système en reconnaît 2. Bon, c'est déjà un petit peu étonnant, mais bon, la photo a été prise du dessus, donc les 2 modèles pouvaient se ressembler. Toujours est-il que je suis venu sélectionner le modèle qui m'intéressait, et pour me faire indiquer que finalement, il n'y avait plus ma taille pour ce modèle. Et donc, on se dit, so what ? Il n'y a pas d'alternative proposée. Est-ce que le modèle existe dans ma taille, mais dans une autre couleur? Ou est-ce que je ne pourrais pas me faire livrer depuis leur site e-commerce? Non, j'arrive en fin de parcours sans possibilité d'avoir des alternatives et donc je suis frustré. Donc attention à ces scénarios d'utilisation, attention de penser la démarche jusqu'au bout. Une autre tendance qu'on a pu observer pendant ce Retail Tour, c'est le self-checkout qui s'organise. On a pris 3 exemples de plus ou moins avancés de l'utilisation de cette technologie. Sur la gauche, vous avez en photo une caisse d'un magasin de chez Urban Outfitters, où vous avez un self-checkout classique, hein, du type de celui que vous pouvez connaître en France dans les supermarchés, donc un joli écran hein, qui permet de scanner ces articles et puis de payer sur l'écran avant de quitter le magasin, tout simple. Le deuxième nous a paru intéressant chez Macy's. Il y a une application Macy's à télécharger sur son téléphone et qui permet en fait pendant le shopping de scanner ces articles. Donc les articles apparaissent dans un panier qu'on va pouvoir payer en fin de parcours et puis le paiement génère un ticket comme vous le voyez sur l'écran de droite hein, avec un code barre. Et avec ce ticket et ce code barre, on doit passer en caisse. Alors il y a également un comptoir dédié aux achats sur mobile, mais en tout cas pour en fin de parcours vérifier que vous avez bien pris les bons articles et éventuellement désactiver les antivols sur ces articles-là. Et puis il y a une expérience qui nous a pas mal bluffé, c'est chez Nike de nouveau, hein, dans la boutique de 5e avenue, à chaque étage, disséminés un peu partout dans le magasin. Vous avez des sortes de commodes noires avec une pub dessus pour télécharger en fait l'application qui va bien, et puis dans lequel vous pouvez mettre les cintres des produits que vous avez pris et prendre un sac Nike. Et en fait donc dans le magasin, vous venez tout simplement scanner vos articles avec votre téléphone. Vous payez sur votre téléphone, vous mettez les affaires dans le sac que vous avez trouvé dans la commode et vous pouvez partir du magasin sans aucun passage en caisse. Donc on a trouvé ça assez intéressant.
Pour information, nous avons constaté juste après notre retour de la NRF que Auchan faisait une expérience similaire dans certains de ces magasins. Absolument, ça se développe. Alors, on a trouvé aussi du self-checkout qui paraît waouh, mais dont on peut se poser la question sur l'avenir de ces technologies, hein. On a beaucoup lu cet exemple-là dans la presse, avec beaucoup de positifs. Donc, on a voulu aller tester nous-mêmes, hein. C'était un magasin qui s'appelle Food Seller Market, situé un petit peu à côté de New York. Et donc, à l'entrée de ce magasin, on a trouvé deux caddies, voilà, avec un écran et un scanner qui permet de scanner ces articles. Donc, dans le magasin, on s'attendait à en voir beaucoup, parce que ça paraît intéressant de jouer avec ça. En fait, il n'y avait qu'une dame, hein, qui utilisait ce caddie. Elle faisait les courses avec son garçon. Et en la voyant, on s'est dit que finalement, oui, c'était peut-être une bonne façon d'occuper les enfants pendant qu'on fait les courses. Mais sinon, on n'a pas trop compris comment ce type de technologie pourrait se déployer à grande échelle, notamment dans nos supermarchés, hein, où les caddies sont sous la pluie et sur le parking de la grande surface. Donc avec toutes les limites que ça impose. Voilà, donc effectivement un effet waouh, beaucoup de relais dans la presse, mais quelle utilité au réel? On peut vraiment se poser la question. En revanche, on a vu du self-checkout vraiment waouh. Et on a beau avoir tout lu sur le sujet, on a beau avoir vu des reportages à la télévision pour voir comment ça marche, il faut l'avoir vécu soi-même, il faut avoir vécu l'expérience soi-même pour se rendre compte de la puissance de ce concept. Hein, on parle bien de chez Amazon Go, comme vous le voyez sur la photo. L'expérience est toute simple, hein. On a l'application Amazon Go sur son smartphone. Dès qu'on l'ouvre, ça génère un QR code qu'on vient scanner sur les bornes que vous voyez à l'entrée du magasin. On entre dans le magasin et là, donc, on peut à loisir venir prendre des produits, les reposer dans le rayon. On est d'abord étonné parce que en fait, les produits qu'on prend n'apparaissent pas dans le panier, donc on se pose la question de savoir si la techno marche bien. Et puis finalement, on décide de prendre une bouteille de coca et de sortir du magasin. Et à peine le portique passé, on reçoit une notification que vous voyez sur la droite de l'écran en disant voilà, vous avez acheté une bouteille de coca, vous en avez eu pour 2,22 $ et vous avez passé dans le magasin 3 minutes et 18 secondes exactement. Donc on est resté un moment à la sortie de ce magasin avec Thierry, hein, à se poser la question de savoir finalement quel est l'usage. Est-ce que Amazon en tire profit en n'ayant plus de caissier? Alors on s'est dit que là l'intérêt il est peut-être pas forcément là parce que à côté de ça vous avez besoin de 2-3 personnes, hein. Quand on y était, il y avait 2-3 personnes qui remplissaient les rayons avec des nouveaux produits. Et puis on s'est dit que finalement l'intérêt c'était sûrement d'éviter aux consommateurs de faire la queue, et on s'est dit que finalement c'était probablement une solution d'avenir puisque on en revient au back to basics et au fait de faciliter le process d'achat plutôt que le process de vente. Amazon veut plutôt rendre service au client que se rendre service à lui-même, et c'est assez impressionnant. Et puis quand on était encore en train de discuter devant ce magasin, on a vu un jeune garçon arriver avec son téléphone déjà à la main, entrer de manière très rapide dans le magasin, se pencher sur le premier rayon pour prendre un produit dont il savait de toute évidence où il était situé dans ce magasin, et ressortir aussitôt. La transaction a dû durer moins de 5 secondes, c'était carrément impressionnant, on a vraiment été bluffé. Alors c'est vrai qu'on a été bluffé, mais c'est vrai aussi que quand on lève un petit peu le nez dans ce magasin, on s'aperçoit que évidemment le plafond du magasin est bardé de technologies, de capteurs de tous ordres, de l'infrarouge, de la caméra, il y a même des détecteurs de pas. Enfin, vous avez de la littérature un petit peu là-dessus sur Internet, et on peut se poser la question de savoir jusqu'où ça va. Pardon ? Non, vas-y, continue, je t'ai coupé. N'hésite pas à intervenir, Thierry, hein, si tu as quelque chose à dire. Je sais que c'est toujours intéressant. Continue, je le dirai après. Merci. Donc effectivement, on peut se poser la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle et si les investissements qui sont requis pour mettre en place ce type de technologie apportent un ROI quelconque. On n'a
pas de réponse vraiment aujourd'hui sur la question, mais en tout cas, on peut se la poser. Tu voulais Je ajouter crois qu'on quelque avait, chose? oui, voilà. Je crois que dans mon souvenir, on avait compté environ 200 capteurs au plafond dans un magasin de quelques dizaines de mètres carrés. Ce qui est beaucoup. Pour l'heure, Amazon, je crois que c'est la semaine dernière, Jean-Christophe, a annoncé qu'ils allaient se mettre en mode service autour de ces technologies et vendre leur savoir-faire à d'autres retailers pour leur permettre de progresser dans ces parcours d'achat sans caisse, sans paiement physique. Donc Amazon a l'intention de capitaliser, de monétiser toute ou partie de son savoir-faire. En tout cas, c'est un vrai berceau de recherche et développement. C'est impressionnant. C'est impressionnant, effectivement. Merci Thierry. Alors un autre exemple qui nous a paru assez amusant, puisque c'est une marque dont on nous a parlé dans tous les retail tours, Routy. Donc Routy, c'est une petite chaîne de magasins prêt-à-porter féminin, premium, exclusivement sur les États-Unis. Hein. Il compte une dizaine de boutiques sur les États-Unis. Et donc, ce qui nous était vendu dans toute la presse, c'était l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance visuelle au service de la relation client. Donc, ça nous a beaucoup parlé sur le papier. On s'est dit, il faut qu'on aille se rendre compte par nous-mêmes. Et donc, la première chose qui nous a frappé, c'est qu'en entrant dans le magasin, on s'est trouvé face à une boutique d'une quarantaine de mètres carrés, hein, Thierry, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et se dire de l'analyse de trafic en magasin sur une surface de 40 mètres carrés, on peut se poser la question de la pertinence de l'usage d'une technologie pour ça. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est, vous le voyez cerclé en orange, il y en avait d'autres, hein, on a choisi les photos qu'on vous a mis sur cette diapositive, mais le magasin est effectivement bardé de caméras partout, et ces caméras, en fait, sont destinées à reconnaître les clients, ou les clientes plutôt, qui entrent dans le magasin. Et puis, ben, finalement, pour en savoir un petit peu plus, parce que on était intéressés, nous sommes allés discuter avec la vendeuse qui était là et qui nous a expliqué qu'en fait, effectivement, ces caméras étaient destinées à reconnaître les personnes dans le magasin et qu'en cas de transformation de leur visite en achat, eh bien, on rentre leur information dans le CRM et le CRM se charge avec l'intelligence artificielle de faire la connexion avec la reconnaissance d'images. De sorte que quand cette même consommatrice va revenir dans le même magasin ou n'importe quel autre magasin Routy, eh bien, il y aura un pop-up automatiquement affiché sur l'écran de la vendeuse pour dire qu'il s'agit de telle cliente et qu'elle a tel goût et elle a fait tels achats la dernière fois, etc. Donc avec Thierry, on était un petit peu perplexe et on a tout de suite posé la question à la vendeuse, mais du coup, quel cérémonial de vente avez-vous mis en place pour accueillir une cliente qui est reconnue automatiquement par les caméras? Et donc là, la réponse de la vendeuse a été toute nette, hein, c'est « Ah bah non, c'est beaucoup trop intrusif comme méthode, donc on laisse la consommatrice tranquille et si elle veut s'identifier, elle nous donne son nom et on la retrouve dans le CRM ». Donc ce disant, eh bien, elle avait mis par terre toute la pertinence de l'utilisation de cette technologie. Et même si elle a été vantée dans tous les retail tours, là aussi, on peut vraiment se poser la question de l'intérêt de cette technologie. Outre le fait qu'en dehors des États-Unis et particulièrement en Europe avec la RGPD, il n'y a aucune chance que ce système de reconnaissance faciale puisse être accepté. Voilà, en plus, il y a quelques tendances, Thierry, si tu peux nous en parler, hors Retail Tour, je dirais, hors ANRF, hors technologie en tout cas, qu'on a pu remarquer. Oui, qui sont des tendances peut-être un peu moins majeures ou structurantes. Vous pourrez en juger par vous-même. Donc notre fameuse rubrique et en plus. Donc un des éléments alors là qu'on a observé ces 10 dernières années à la NRF, mais enfin à la NRF et surtout à New York, qui s'est institutionnalisé, c'est la personnalisation.
Alors, c'est un mouvement massif. Avant, c'était une façon de se différencier vis-à-vis des autres, d'avoir un petit stand de personnalisation qui permettait de colorier une basket. Là, maintenant, en fait, ce sont des stands que vous avez quasiment partout, y compris chez Muji, Nike, Adidas, et des stands qui sont très bien organisés, très bien situés, à qui on a laissé un véritable espace et qui sont réellement équipés. Je crois que un de ceux qui nous avait impressionné, c'était Puma et Nike. Puma et Nike, Jean-Christophe. hein, tout à fait, oui, oui, ce sont des stands qui sont effectivement très bien équipés avec des machines à broder, des imprimantes sur tissu, des machines de transfert, des imprimantes 3D, enfin vraiment bien équipés et de quoi faire. Et avec un vrai parcours d'achat abouti. Alors le nombre d'options de personnalisation est pas si large que ça, c'est pas de la totale personnalisation, mais par contre les personnalisations, vous le voyez sur la photo de droite Puma, elles sont limitées. Par contre, vous aurez ce que vous avez demandé, c'est-à-dire je vous fais pas des promesses extrêmement élargies que je ne saurais pas livrer. Là, on est sur un périmètre pour l'instant limité, mais qui est livré et livré sur place. Donc phénomène, c'est un must-have, c'est plus une façon de se différencier. Si on l'a pas, ça peut être un contre-productif. Autre élément que l'on a capté, là, la French Tech et à l'Innovation Lab à la NRF, assez rapidement parce que le temps tourne. Alors, je vais faire un petit point en termes d'intelligence artificielle. Donc, on a vu de l'IA un petit peu partout. Enfin, tout le monde met en avant pour des questions de com et de marketing l'intelligence artificielle. Par contre, ce qui nous avait paru intéressant dans l'expérience de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est notamment le cas de Euritech, la photo de gauche. Euritech, en fait, screen l'ensemble des réseaux sociaux et capte à la base de vidéos, de textes, de photos, des signaux faibles en termes d'évolution des modes comment dire, des modes de consommation, de façon de s'habiller, de façon d'assortir les vêtements et capte ces informations, les rend statistiques et les revend en fait à un certain nombre d'acteurs de la mode et des accessoires. Alors que nous on pensait que ce serait plutôt des acteurs type Zara en fait qui collectent de l'information pour faire moins cher la mode que font les autres. Et il s'est avéré, Jean-Christophe, que les marques qui sont mises en avant par Euritech sont plutôt des faiseurs de mode. Je crois qu'on peut parler Oui, de même Dior dans plutôt vos des marques de souvenirs, luxe, notamment. hein, Dior, Louis Vuitton, effectivement. Voilà, donc surprise intéressante. On avait prévu avec Jean-Christophe d'aller les voir à Station F, mais bon, les événements récents vont reporter cet échange, mais on a bien prévu de creuser un petit peu avec eux. Autre exemple sur un autre sujet, oui, qui fait écho à ce que vous prêtez Jean-Christophe tout à l'heure sur le caddie connecté. Là, chez Walkout, c'est encore un caddie donc qui a été outillé. En sachant que nous avons un vrai parti pris, nous croyons à l'utilisation du mobile pour porter toutes ces technologies et à ne pas utiliser des technologies additionnelles sur des caddies, enfin du physique. Là, dans leur cas, en fait, c'est la reconnaissance visuelle. Vous posez un produit et l'outil le reconnaît. Vous n'êtes pas obligé de le scanner. Donc, expérience intéressante. Le troisième point, alors c'est pas le moins intéressant, il y avait énormément d'innovations autour de la reconnaissance des stocks, visuels ou pas, et ça c'est lié à une tendance très très lourde qu'on évoquait au tout début de la présentation sur l'augmentation massive des résiduels et la problématique d'avoir un stock juste et connu pour pouvoir améliorer le parcours d'achat, utiliser des outils type OMS afin de fluidifier cette omnicanalité. Et donc on a vu pas mal de choses, alors qu'ils vont se déployer ou pas, mais en tout cas il faut les suivre. Beaucoup d'expériences de reconnaissance visuelle, des reconnaissances aussi RFID avec des petits robots qui passent dans les rayons. Là c'était chez Decathlon, c'est à San Francisco, Los Angeles. Et là, à gauche en bas, vous voyez un petit drone qui vient lire pour les différents codes barres pour pouvoir avoir un inventaire juste. Donc beaucoup d'expérience sur le stock cette année par rapport à d'habitude. On était très très customer centrique et marketing. Là, il y a des vrais leviers autour de la chaîne de valeur et tout comme le disait Jean-Christophe, le back to basics avec le stock et le pragmatisme. Donc Jean-Christophe, on arrive à la fin de la présentation. Tout le monde l'a compris, elle n'est pas exhaustive. Donc on a essayé de vous partager des éléments un peu clés. Nous avons d'autres éléments à partager avec vous si vous le souhaitez.
Allez Mais en Thierry, résumé, en takeaway, en oui. 4 points, si tu peux nous faire un petit peu ce qu'il faut retenir de cette présentation. Alors, deux points principaux. Le premier, le back to basics, l'introduction de Jean-Christophe, la boutique, le vendeur, la disponibilité des produits, la technologie utile et le vendeur et le client au centre de l'ensemble de ces quatre piliers. C'est fondamental. On est sorti d'une NRF et d'un New York toute techno, waouh. Développer l'omnicanal versus le digital. Donc l'omnicanal est un vrai levier, on en a parlé longuement, mais le faire simple, le faire mieux et aller au bout de l'expérience, c'est possible. C'est un vrai levier de développement du trafic, un vrai levier de développement de la conversion, du panier, du chiffre d'affaires et de la marge. Le plus waouh n'apporte pas forcément la satisfaction consommateur, on n'est pas forcément le plus rentable. Je pense que Jean-Christophe, à travers quelques exemples, vous l'a étayé. C'était la politique précédente de la NRF, c'était de faire beaucoup de waouh, beaucoup de com. Là maintenant, on est vraiment revenu sur des piliers qui sont des fondamentaux, des vrais leviers. Si je fais de la com, ça peut me servir pour me faire connaître ou faire rajeunir mon image, mais par contre, si je fais de la technologie, si j'utilise la technologie, c'est pour avoir un vrai levier sur ma chaîne de valeur et pour le parcours d'achat. Au regard de tout ça, c'est fondamental. On a déjà abordé ça avec un certain nombre de nos clients avec lesquels on réfléchit, notamment les comités de direction. Et les deux I, c'est challenger les stratégies qui ont été écrites dans un contexte de technologie waouh où tout le monde court après Amazon, et plutôt se recentrer et se réinventer autour des vrais leviers que possèdent les retailers, tout en intégrant le digital au sein d'une omnicanalité pilotée les vendeurs, les magasins, et ne pas essayer de faire de l'Amazon là où on ne peut pas le faire. Voilà, et puis finalement, en conclusion, hein, Thierry, cette fameuse phrase, hein, faciliter le process Oui, d'achat plutôt que le process de vente. Concentrez-vous sur le client, facilitez-lui la vie avant de vous la faciliter à vous. tout à fait. De ne pas transférer ces contraintes liées à la complexité qu'on a à gérer aujourd'hui, en se faisant croire qu'en insérant de la technologie, on facilite la vie. Dixit les petites statistiques sur le chatbot. Donc, facilitez la vie de vos clients, soyez proche d'eux, mais réellement, pas juste du marketing customer-centrique. Je te laisse Écoutez, conclure. oui, on arrive à la fin de ce webinaire. On remercie tout le monde d'y avoir participé. Vous voyez à l'écran nos coordonnées, donc contactez-nous avec grand plaisir, soit par mail, soit par téléphone. Thierry et moi-même sommes à votre disposition. Vous pouvez également visiter notre site web, Extend Business Consulting. On a également un espace dans LinkedIn que vous pouvez venir visiter. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous poser vos questions. Vous serez toujours les bienvenus. Mais je crois d'ailleurs, pour information, que tu vas poster prochainement un livre blanc autour du PIM au cœur de l'omnicanalité, Jean-Christophe. Oui, Je crois que tu as travaillé avec il est lui. posté, il est téléchargeable déjà, hein, il est à disposition. Voilà, donc c'est une occasion de venir voir le site. Voilà, merci Thierry Merci à toi, Jean-Christophe. et à très Merci bientôt à vous pour un tous. prochain webinaire. Merci. Au revoir.